YouTube. Donc, il sera ensuite disponible si des personnes n'ont pas pu être présentes. Donc, les webinaires Mountain Riders, c'est une fois par mois, un jeudi de 14h à 15h30, sur toutes les thématiques des enjeux de transition en montagne. Donc, ils ont pour but d'apporter de l'expertise et de valoriser les acteurs et les initiatives engagées. Donc, tous nos webinaires, c'est avec des prises de parole d'acteurs. Et ils sont tous disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Le prochain sera le 19 février sur la gestion de l'eau en montagne. Donc, dans un premier temps, pour un peu plus apprendre à se connaître, je vais vous laisser dans le chat écrire une phrase courte pour illustrer votre lien avec les domaines skiables ou votre lien de pourquoi vous participez aujourd'hui à ce webinaire. Ok, donc, une grande partie parce que vous êtes dans la gestion des domaines skiables ou autres. Ok, super. Ok, très bien. Et ben, merci beaucoup d'avoir écrit. Donc, on peut voir que pour beaucoup, c'est que vous êtes intéressé par ces sujets-là ou que directement vous travaillez dans les domaines SCAP. Et ben, merci beaucoup. Du coup, le programme de cette heure et demie ensemble, ça va être d'abord une introduction de Mountain Riders et du projet Montagne Zéro Déchet en 2030 pour un peu comprendre la place des déchets qui sont liés au domaine skiable dans les chiffres du bilan Montagne Zéro Déchet. Ensuite, on aura des apports d'experts qui vont pouvoir nous partager des expériences ou des témoignages sur l'implication des domaines skiables dans l'objectif montagne zéro déchet en 2030. Et pour finir, un temps d'échange pour pouvoir discuter, échanger autour des différentes questions qui vont ressortir de ces temps de parole. Et puis, une petite conclusion pour finir. Donc, Mountain Riders, c'est une association qui a été créée en 2001, donc il y a 25 ans cette année. C'est une association de sensibilisation et d'éducation à la transition écologique dans tous les territoires de montagne en France. Donc, on a deux camps de base à Chambéry, où on retrouve une grande partie de l'équipe, et à Foix, où on retrouve Chloé, qui est aussi là aujourd'hui. On a comme valeur de sensibiliser sans moraliser et vraiment de travailler avec tous pour faire du changement une démarche positive avec des alternatives concrètes. Et comme raison d'être, ça va être de cultiver la joie et le faire ensemble pour pouvoir accompagner la mise en mouvement des territoires, toujours des territoires de montagne à la transition en service des vivants, du vivant. Euh, L'association elle s'anime autour de quatre grands projets. Voir le Flocon Vert, qui est une démarche labellisante qui a pour objectif d'accompagner les destinations de montagne à engager et structurer leur transition écologique. Voir le projet de formation et d'accompagnement qui est là pour outiller et mobiliser tous les acteurs de la montagne pour les accompagner et accélérer la transition écologique avec eux, enfin, dans leur métier, à travers ces formations-là. Le projet d'éducation de sensibilisation qui a vraiment pour but de sensibiliser les enfants et les adultes à l'environnement qui les entoure, donc pouvoir leur faire découvrir l'environnement de montagne, les sensibiliser aux enjeux de ces environnements-là. Et le projet Montagne Zéro Déchet, qui a un objectif aujourd'hui, c'est zéro déchet sauvage en montagne en 2030, et qui est là pour inciter au passage à l'action pour nettoyer les montagnes, mais surtout pour réduire à la source les déchets qu'on peut y retrouver.
Donc, Montagne Zéro Déchet, c'est le projet qui est arrivé il y a 25 ans avec l'association Mountain Riders. Dans une mission simple, c'était de nettoyer les montagnes de leurs déchets. Aujourd'hui, l'association, elle a évolué, on a d'autres projets, mais le projet Montagne Zéro Déchet, il reste là et l'ambition, elle est plutôt simple, c'est zéro déchet sauvage dans nos montagnes en 2030. Et c'est un objectif qui est plus uniquement associatif, c'est plus uniquement l'objectif de Mountain Riders, car depuis 2023, de nombreux acteurs de la montagne sont engagés à travers et autour de cet objectif avec la signature d'une charte et la création de plans d'action qu'on va voir par la suite. Donc, le projet, c'est aussi des ramassages de déchets qui sont faits avec une caractérisation, c'est-à-dire un comptage et un tri des déchets indicateurs et par matériaux, qui nous permet d'avoir des bilans chaque année. Donc, en 2025, c'est 89 opérations de ramassage, dont 72% qui ont été faites en autonomie. C'est 89 opérations avec caractérisation. Donc en autonomie, nous, on n'est pas présente sur toutes les opérations. Notre objectif, c'est que les destinations et les territoires soient autonomes pour ramasser et faire leur caractérisation. Ça a donné 17 tonnes de déchets ramassés et 4000 volontaires. Donc le tri de ces déchets nous permet de voir un diagramme des matériaux retrouvés. Aujourd'hui, le matériau numéro 1, et qui était aussi le numéro 1 en 2023 et en 2024, c'est le plastique, suivi des déchets non caractérisés et du métal et du bois. Les déchets non caractérisés, ça va être les déchets qui sont trop abîmés par la neige, par l'hiver, par les intempéries, ou alors les déchets de matériaux mélangés qu'on ne peut plus caractériser en un seul matériau, donc comme par exemple un ski. Et donc ces matériaux-là, ils nous montrent que les déchets, ça vient vraiment de tout le monde et de tous les matériaux. On réalise l'extrapolation. Une extrapolation, c'est en prenant en compte nos chiffres et en prenant en compte si on avait ramassé les 288 destinations françaises. Si l'entièreté de ces destinations avait été ramassée, donc 100% du domaine skiable, et en prenant en compte leur taille et leur fréquentation, on serait aujourd'hui à 181 tonnes de déchets qui auraient été ramassés en 2025, donc de déchets sauvages en montagne. Le comptage de 34 déchets indicateurs nous permet de voir l'origine de ces déchets. Donc, on retrouve des déchets qui vont être liés au grand public, comme le mégot, les emballages alimentaires ou les mouchoirs, et les déchets qui sont vraiment liés à l'activité professionnelle. On peut voir qu'on retrouve des déchets qui vont être liés à la construction, des déchets qui vont être liés à la matériel de sécurité des pistes, aux jalons, aux feux d'artifice. Donc l'exploitation, on retrouve des déchets qui vont être donc liés à l'exploitation des domaines skiables, comme les jalons pistes, comme le matériel de sécurité des pistes, ou même encore certains déchets de la construction. Et donc l'exploitation des domaines skiables, au même titre que les autres activités économiques qu'on retrouve en montagne, va générer aussi des déchets sauvages. Là, on retrouve en image quelques photos de ramassage où on a retrouvé des déchets liés à l'exploitation des domaines skiables, donc comme des jalons de piste, des filets de sécurité. Donc, c'est souvent des déchets qui sont considérés comme volumineux et qui représentent une part importante de poids et de volume. La représentation, là, on retrouve la représentation des déchets indicateurs par milieu professionnel. Donc, on va voir les déchets de la construction, on va voir les jalons de piste, les feux d'artifice, la restauration, avec les déchets de la construction qui représentent une grande part une 40%, les fragments de plastique dur qui vont représenter 21%. Les fragments de plastique dur, ça vient de divers milieux et diverses activités professionnelles. Et on retrouve les jalons de piste en troisième. Donc, notre objectif, zéro déchet sauvage en 2030, on le calcule en fonction de 2023, donc qui est notre année zéro, et en 2025, par rapport à l'année 2023, on est à moins 7,6% de poids de la pollution sauvage. Donc, ces chiffres-là, ils sont calculés à travers des ramassages comparables. On est à 28 ramassages comparables entre 2023 et 2025. Les ramassages comparables, c'est des ramassages qui vont être faits sur des mêmes secteurs avec les mêmes nombres de ramasseurs et aux mêmes périodes. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ces ramassages-là, on est à moins 7,6% de la pollution sauvage. Et si on enlève les déchets volumineux, donc comme on a pu voir tout à l'heure, donc qui représentent essentiellement les déchets de la construction ou les jalons de piste ou d'autres déchets volumineux, on est à moins 51
de baisse. Et on a fait aussi ce calcul-là avec les Adopt un Spot. Donc, on a 13 Adopt un Spot comparables entre 2023 et 2025. Les Adopt un Spot, on va le voir après, mais c'est des enfin, c'est des zones qui vont être ramassées 2 fois par an pendant 3 ans avec le même nombre de personnes et aux mêmes dates. Et on a à moins 3% à peu près avec les volumineux. Et si on enlève les Adopt un Spot faits au niveau des chantiers, on est à moins 54%. Donc, aujourd'hui, on fait un gros travail aussi sur les chantiers qui représentent une grande part des déchets qu'on retrouve en montagne. Donc, les Adopt un Spot, c'est une démarche de sciences collaborative qui est validée par le ministère de la Transition écologique, qui est développée et pilotée au national par une association qui est Merter. Et nous, Mountain Riders, on coordonne ce programme-là en montagne. Donc, l'Adopt un Spot, ça permet de réaliser vraiment un diagnostic de la pollution sauvage sur une zone restreinte qui permet de mesurer l'évolution de cette pollution-là et ensuite d'écrire une stratégie de réduction à la source et de mesurer une évolution scientifique et précise. Donc, concrètement, c'est 2 ramassages avec caractérisation par an pendant 3 ans sur une même zone avec le même nombre de participants et aux mêmes dates. Donc, tout à l'heure, on en a parlé, la charte montagne zéro déchet qui a été écrite en 2023 et qui a pour ambition zéro déchet sauvage en 2030. Cette charte, elle permet de ne plus avoir uniquement un objectif associatif de Mountain Riders, mais bien un objectif national avec de nombreux acteurs de la montagne qui s'engagent autour de cet objectif à travers la signature de cette charte et à travers la création de plans d'action. Donc, la charte, elle se fait autour de 3 priorités: la réduction, sensibiliser et collecter et évaluer. Donc, tous sont engagés. Une charte, c'est l'écriture d'un plan d'action concrète. Cette charte, elle a été co-construite à son déploiement avec les parties prenantes et le COPIL, donc, qui représentent les têtes de réseau nationales des entités et des structures que l'on peut retrouver en montagne. Donc, on retrouve Domaine Skiable de France. Par exemple, ce copil, il a vraiment, il a co-construit la charte. Il a pour objectif de diffuser et d'animer auprès de ses adhérents et de coécrire des plans d'action et de piloter ces plans d'action par filière. Donc aujourd'hui, on a 12 plans d'action qui sont 12 plans d'action type qui sont écrits par filière. Donc on va retrouver des plans d'action pour les domaines skiables alpins. Ces plans d'action, ils peuvent être récupérer et adapter à chaque signataire de chaque structure. Donc, une charte, c'est un plan d'action écrit. Donc, une structure peut signer la charte et écrire un plan d'action, seul ou à plusieurs mains dans la destination. Les plans d'action type, ils peuvent être personnalisés et adaptés à chaque territoire et ce que l'on retrouve sur les territoires. Et c'est un engagement d'action concrète sur 3 ans. Aujourd'hui, on est à 165 chartes nationales montagne zéro déchet et plans d'action écrits. Et dans ces 165 chartes, on retrouve 25 domaines skiables qui sont signataires et qui ont écrit un plan d'action. Donc, pour poursuivre ce webinaire, on va avoir plusieurs rapports et témoignages d'experts. Donc, le premier sur l'organisation d'un ramassage de déchets, le second sur une expérimentation. Et ensuite, nous aurons Charlotte et Jean de Domaine Skiable de France qui prendront aussi la parole. Donc, Agatha n'a malheureusement pas pu être présente aujourd'hui car elle est malade. Donc, je vais parler à sa place avec les diapositives qu'elle nous a préparées pour sa présentation. Donc, c'est sur l'organisation de ramassage de déchets avec donc l'exemple de Pralou qui organise des ramassages de déchets déjà depuis plusieurs années. Donc là, on voit leurs affiches. Donc, pourquoi organiser un ramassage de déchets? C'est parce qu'aujourd'hui, ils sont convaincus que la montagne est un lieu partagé et qu'il faut la préserver, que c'est vraiment une responsabilité collective.
Ces ramassages-là, c'est une action qui a multiples bénéfices, c'est-à-dire ils agissent collectivement pour la montagne. Ils fédèrent différents acteurs du territoire. Ce n'est pas uniquement le domaine skiable qui organise le ramassage, mais ils mettent aussi dans la boucle l'office de tourisme, les écoles et d'autres structures du territoire. Et donc, ça permet vraiment de créer une cohésion d'équipe. Et cet endroit qu'on ramasse, c'est vraiment le bureau et toutes les personnes qui travaillent là et qui exploitent ce terrain-là, qui s'unissent pour nettoyer. Et donc, ça permet de générer une dynamique positive et durable. Donc, avant d'agir, il faut réfléchir. Donc, pour commencer, c'est vraiment pour organiser un ramassage de déchets, se poser la bonne question. Donc, quel format, quand organiser ce ramassage de déchets? Aujourd'hui, le choix de Pralou, c'est d'organiser ce ramassage en semaine pour pouvoir inclure les écoles et le faire sur le domaine skiable. Donc, après, il faut se demander les besoins, donc le transport pour pouvoir amener les élèves, pour pouvoir amener les autres personnes, l'encadrement, le matériel nécessaire, l'animation et la caractérisation. Et il faut aussi se fier à plusieurs contraintes, donc les calendriers scolaires, la logistique, la sécurité, les ressources humaines, mais aussi les contraintes de territoire, donc par exemple en termes de dates pour les hauteurs d'herbe, pour les zones de pâturage. Et donc, c'est un format qui va être vraiment adapté au territoire. Donc, Pralo a choisi d'organiser ce ramassage-là en semaine avec les écoles de la vallée et sur le domaine. Et c'est un choix qui est volontaire pour avoir vraiment un format pédagogique et pour avoir vraiment une mobilisation locale. Donc, ça permet de sensibiliser les jeunes, d'avoir toutes les personnes qui sont là et localement être ici. Donc, les étapes clés pour organiser son ramassage, ça va être de définir une date avec les autres personnes qui seront présentes sur le ramassage, notamment ici les écoles, d'organiser le transport, d'avoir des réunions préparatoires avec toutes les personnes qui organiseront et qui seront dans la co-organisation du ramassage, de nommer des responsables par mission et de se préparer à la caractérisation. Donc aujourd'hui, Pralou, ils n'agissent pas seuls dans l'organisation de ce ramassage, mais il y a différentes parties prenantes. Donc tout d'abord l'accompagnement de Mountain Riders, puis du côté logistique, on va retrouver la régie de Pralou et la collectivité territoriale. Et de côté de l'animation, on va retrouver les écoles de ski, l'office de tourisme, le parc national du Mercantour. Et en communication, il y aura la régie et l'office de tourisme. Donc c'est vraiment un travail qui va être collectif et ça fonctionne de manière collective pour organiser ce ramassage-là et toucher un plus grand nombre de personnes. Et donc, l'étape assez essentielle, ça va être la caractérisation, donc deux solutions, donc avec la présence de Mountain Riders avec des rôles définis en amont, donc qui va peser, qui va prendre les notes, et l'animation de cette caractérisation qui va être gérée par les équipes de Mountain Riders. Donc, pendant 3 ans, on a été présent auprès de la régie des pistes de Pralou sur le ramassage de déchets. Ils sont maintenant autonomes. Donc, pour être autonome, il y a eu plusieurs étapes. Donc, se former à la caractérisation et ensuite définir les rôles pour savoir qui pèse, qui note et qui va animer la caractérisation, qui va être formé pour animer cette caractérisation avec un besoin de 2 à 3 personnes responsables de cette caractérisation, donc de ce tri final des déchets, de ce comptage des 34 déchets indicateurs. Donc là, on a les impacts concrets et durables. Donc, ce qu'on peut retenir de cette organisation de ramassage, c'est que l'anticipation, c'est vraiment la clé. Et le collectif fait la force de l'organisation de ce ramassage de déchets et que le côté pédagogique qui est inclus dans le ramassage de déchets organisé par Pralou donne vraiment du sens. Donc là, on peut prendre un petit temps de questions si vous avez des questions qui vous viennent, en sachant qu'on aura un autre temps de questions à la fin des différents apports d'experts. Vous pouvez les écrire ou alors prendre la parole. Oui, bonjour, c'est Carole à la mairie de Font-Romeu. Oui. Et j'avais une question, c'est nous, on est souvent, enfin, on a de plus en plus des remarques des gens qui disent on veut pas que nos enfants ramassent les déchets des touristes. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui a été expérimenté ou autre et comment Pralou a répondu?
Alors, je ne suis pas sûre que Pralou ait fait face à enfin, à cette remarque-là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en voyant les chiffres et les données des caractérisations et des bilans précédents, c'est qu'on peut voir que, bah, au final, les déchets qu'on retrouve en montagne, c'est une faible part qui vont être liés au grand public ou aux touristes et que les déchets viennent vraiment de tout le monde. Et donc, on ramasse pas uniquement les déchets des touristes, mais on ramasse les déchets qui sont liés à l'activité bah, de la destination et l'activité de la destination où on prend part et dans laquelle on est. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et ben, on va pouvoir passer à la seconde intervention et second rapport d'expert, donc avec Geoffroy, qui est chef d'exploitation au Carélis. Eh bien, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Je vais mettre ma caméra. Oui, c'est bon? c'est tout bon. C'est vous qui passez les slides? Bon, il y en a que 5 Ouais. ou 6, hein, ça va être assez rapide. Bon, je vais vous dire quelques mots sur l'expérimentation qu'on a fait au Caralis. Alors, on l'a fait en fait dans le cadre d'un chantier, parce qu'on est conscient que le moment où on va générer le plus de déchets, bah, c'est assez souvent dans le cadre de chantier, justement. Donc là, on en a eu un l'été dernier où on a restructuré notre front de neige. Donc les travaux ont concerné la construction d'un téléski que vous voyez là en photo, en image. Un téléski donc sur le secteur débutant. On a fait des travaux de terrassement au niveau des pistes sur ce secteur-là. Et on a également fait des modifications sur le réseau neige. Voilà, donc c'est un projet global d'aménagement en montagne avec enneigement, piste et RM. Et aussi un bâtiment d'ailleurs, parce qu'il y a eu la construction de la cabane de ce téléski. Et je vais ouvrir tout de suite une petite parenthèse et rebondir à la question qui a été posée là précédemment avec les enfants qui tombent sur les déchets. Ça a peut-être été un élément déclencheur pour nous. Parce que là, on est vraiment au pied, alors on ne le voit pas sur cette photo là, mais on est au pied de tous les villages de vacances. Et on est dans une zone où l'été, bah, il y a beaucoup d'enfants qui se baladent, il y a des activités qui sont organisées, etc. Et donc, on n'a pas forcément envie que les enfants tombent sur des déchets. Donc, ça nous a, on va dire, donné encore plus l'envie de faire quelque chose pour essayer de faire en sorte que ce chantier laisse le moins d'empreintes de déchets au niveau de toute cette zone. Euh, on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, là c'est quelques images du matériel qui a été réceptionné avant le début des travaux de montage. Donc on peut constater quand même que généralement sur les marchandises, il y a quand même beaucoup d'emballages plastiques hein, qui protègent tout ça. Donc charge à nous évidemment de les mettre de côté, de les trier tout de suite pour éviter que ça se retrouve dans la nature, mais on verra un peu plus loin que ça fait pas tout. On peut passer ensuite la suite. Voilà quelques images du chantier. Donc on a eu quelques phases de travaux par héliportage, du montage avec des engins, on a coulé du béton, on a passé des génolènes pour les câbles électriques. Et sur la photo qui est en bas à gauche, vous avez, on voit les canalisations pour l'extension du réseau neige. On peut passer au suivant. Merci. Alors voilà, donc on a expérimenté donc dans le cadre du projet Montagne Zéro Déchet avec l'accompagnement de Mountain Riders qui nous a aidé à mettre ça en place. On a expérimenté donc une campagne de ramassage des déchets. Donc une fois que le chantier était terminé ou quasi terminé, on a désigné 2 personnes de chacune des entreprises impliquées sur ce chantier à participer à cette campagne de ramassage. Donc muni d'un sac, on a ratissé toute la zone du chantier à la recherche des déchets qu'on a pu trouver. On les a tous collectés.
Voilà, donc on est parti du bas, on est allé au sommet de l'installation et on est redescendu par un autre chemin. Ensuite, on a regroupé tous les déchets qui ont été ramassés sur une grande bâche qui a été installée. On a fait un tri, on a regardé en quoi constituaient ces déchets. On a vu qu'il y avait, pour la grande majorité, des déchets plastiques. Alors, on va voir sur la slide suivante un petit tableau qui récapitule. Voilà. Donc, en fait, on a récolté environ 100 litres. On va parler de volume, mais pas de poids, parce qu'on s'est rendu compte, comme le terrain était assez humide, beaucoup de déchets étaient vraiment chargés en boue. Donc, ça n'aurait pas été une indication fiable de peser tout ça. On aurait pesé plus de la boue qu'autre chose. Donc, on a des indications qui sont en volume. Environ 100 litres de déchets plastiques, 40 litres de déchets en bois, 3 litres de ferraille, 1 litre de textile. Euh, je voudrais aussi indiquer une chose, c'est que ce nouveau téléski est venu en remplacement de deux anciens téléskis qui ont été démontés et qui ont été, alors, pour les éléments de structure, les pylônes de ces anciens téléskis, il y a plusieurs pièces auxquelles on a fait don à des associations qui exploitent des domaines skiables aujourd'hui et qui pouvaient leur servir. Pour le reste, c'est parti en ferraillage, hein, donc c'est du recyclage. Donc ça contribue quand même, le recyclage des déchets et le démontage des téléskis, ça rentre quand même dans ce cadre-là. Et ensuite, au niveau de cette campagne de ramassage, donc là, au niveau des volumes que vous pouvez voir ici, on a constaté plusieurs choses. Premièrement, les déchets qui ont été ramassés, on s'attendait à plus de déchets que ça. Donc il y a quand même eu un travail qui a été fait en amont de bien retirer tous les emballages qu'il y avait sur les différentes pièces, etc., pour pas que ça se retrouve dans la nature. Donc ça, c'est assez positif. Ce qui est assez plus embêtant, c'est ces filets qui sont des filets avertisseurs et qui se dégradent et font vraiment des tout petits copeaux de plastique qui se dispersent partout. Et ça, c'est très difficile à ramasser. Donc là, on est sensibilisé là-dessus. On se dit, tiens, ça, ce genre de choses, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que justement on en arrive là, que ça fasse des tonnes et des tonnes de petits confettis de plastique qui sont très difficiles à ramasser à terme. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Globalement, sur l'ensemble de l'opération, voilà, c'était une expérimentation. C'est la première fois qu'on le faisait. Dans le cadre d'un chantier, je tiens bien à le préciser, parce qu'au niveau de la station des Caralis, on a des actions qui sont menées l'été, des actions transversales hein, qui concernent tous les acteurs de la station. Donc c'est co-géré par l'Office de tourisme, les remontées mécaniques participent. On a aussi les villages de vacances, etc. Où là, on fait vraiment du ramassage dans les alpages, un petit peu comme l'opération qui nous a été présentée avant. Et là, c'est vraiment différent. Là, on est vraiment sur l'aspect chantier, quoi. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Euh, Comme tout à l'heure, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire ou alors prendre la parole. Bonjour. Est-ce que vous avez constaté que ce genre d'opérations, si elles étaient menées de façon systématique quand il y avait des chantiers, ça permettait d'avoir une vraie réduction ensuite des déchets qui étaient ramassés sur le terrain? Enfin, est-ce que c'est un vrai Oui, oui, levier en parce que anticipation de mener ce genre d'opération? Enfin, ça a l'air assez certain quand on voit le travail qui a été fait, mais oui, voilà, juste pour... ce qui est intéressant, c'est que dans les déchets qu'on a ramassés, en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait quand même un certain nombre qui n'étaient pas des déchets liés au chantier, finalement, qui étaient de la pollution qui était déjà là. Et donc, de se forcer à faire cet effort-là, finalement, ce ratissage, eh ben, on ramasse quand même pas mal de choses qui traînent dans la nature et qui ne venaient pas nécessairement de ce chantier, mais qui nous font dire que ouais, ça peut être intéressant de renouveler l'opération, de continuer comme ça, et puis petit à petit, on en aura de moins en moins. Merci. Hop, on a une question dans le message. Est-ce que les entreprises prestataires ont signé en amont un plan de prévention leur imposant de ramasser leurs déchets? Alors,
Je vais botter en touche. Je ne suis pas certain que ça ait été bien précisé, bien mentionné dans le cahier des charges. Je pense que ce serait intéressant d'être vigilant là-dessus pour les prochains chantiers. Néanmoins, quand on a mis ça en place et qu'on a demandé à chaque entreprise de désigner deux personnes, alors il y en a qui ont plus ou moins joué le jeu. Tout le monde a joué le jeu globalement. Il y a des entreprises, toutes les personnes qui étaient présentes ont participé, même si elles étaient trois ou quatre. Et parfois, il n'y avait qu'une seule personne pour d'autres entreprises. Mais globalement, tout le monde a joué le jeu. Et voilà, à partir du moment où tout le monde le fait en même temps, ça a un côté ludique, ça met en place une espèce de synergie. C'est pas désagréable, on passe un moment sympa ensemble. Voilà, le retour d'expérience, il est positif à ce niveau-là. Euh, voilà, je pense qu'il faut choisir un jour où il fait beau, ça peut aider aussi. Ok, merci beaucoup. On a encore une autre question? Ou même deux? Mais du coup, enfin moi je me permets de prendre la parole rapidement en tant que Margot, chef de projet sur le sujet des chantiers, et je pense que Jean en parlera après, ou pas d'ailleurs. On a travaillé avec DSF sur le sujet donc des déchets de chantier et des responsabilités. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on prend en main de manière assez récente avec l'association, mais on travaille avec voilà, les entreprises prestataires, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, etc., etc. Et donc, effectivement, c'est des questions qu'on se pose. Qu'est-ce qui est du ressort de l'obligatoire et du légal? Qu'est-ce qui est du ressort des bonnes pratiques? Qu'est-ce qui est fait à droite, à gauche, tout ça? Donc, c'est un champ qu'on est en train d'investiguer petit à petit. Et ce qui est très bon, enfin, ce qui est bon signe, je sais pas si ça se dit, c'est que les domaines skiables jouent le jeu et les entreprises du BTP spécialisées dans les installations de remontée mécanique aussi. Donc on est sur une filière et un secteur qui sont relativement volontaires et ça nous facilite la vie, bah voilà, là, comme pour faire un suivi de chantier au Carélis ou ailleurs et mettre en place des actions. Mais effectivement, c'est assez nouveau, donc on a tout un champ de connaissances et de compréhension à toucher du doigt encore. Ça va venir. Oui, tout à fait. Alors, il y a certaines actions qui sont du domaine de l'obligatoire, hein. On est tous conscients qu'un chantier, c'est impactant, c'est dérangeant pour l'environnement. Là, dans le cadre de ce projet-là, on a eu par exemple du défrichement, hein. Donc, il y a un écologue qui est venu, qui a fait un recensement des espèces qu'il y avait sur la zone. On a eu des obligations à respecter par rapport aux dates à laquelle on pouvait abattre les arbres, etc., par rapport aux périodes où les animaux pouvaient nicher, où certains oiseaux pouvaient nicher, par exemple, dans les arbres, pour ne citer qu'un exemple. Donc ça, c'est du domaine de l'obligatoire. Et c'est vrai que sur les déchets, pour l'instant, on est plutôt sur le domaine du volontariat. Pour l'instant, il n'y a pas d'imposition, d'obligation de mettre en place des campagnes de ramassage. Pour autant, c'est là où vraiment enfin, c'est notre expérience. On a trouvé que c'était ludique. C'est quand même assez parlant parce qu'une fois qu'on a fini la campagne, on étale tout le plastique sous les yeux et ça apparaît comme une évidence que bah, c'était bien de le faire, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si ce sera nécessaire ou pas à terme d'en arriver à obliger, à contraindre les domaines skiables à faire des ramassages. Je pense que ce que vous faites là, c'est très bien de promouvoir un petit peu ces actions et puis de donner envie aux différents acteurs de le faire de manière volontaire. Et puis pas de le faire une fois, en fait, bah, on le fait une fois comme ça et puis on s'arrête. Non, je pense qu'il faut y repasser régulièrement et retirer toujours plus de choses, de déchets. Voilà. Donc nous, on a des gros chantiers qui pourront arriver au Caralis et on garde en tête de réitérer cette expérience. Bah, et du coup, si je peux en remettre une couche sur ce que tu dis, Geoffroy, parce que c'est rigolo, tu es d'accord avec ce que dit la fédération du BTP, la section IRM, Mm. ils l'ont dit, ce truc de bien repasser plusieurs fois en termes de ramassage. Effectivement, à terme, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus besoin de ramasser puisque les efforts auront été faits en avant. Et puis, les entreprises de TP qui étaient là, en fait, elles sont venues au ramassage, hein, elles étaient participantes.
je sais pas si bénévolement c'était le mot, je sais pas combien de temps elles avaient dans les contrats affectés, mais en tout cas, enfin, il y a du volontariat dans la filière. Donc ouais, on est assez confiante sur ce sujet, nous, en interne, et je pense que ce sera confirmé après par DSF. Je te rends la parole et j'arrête de taper un post dans ton Wikipédia. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions qui viennent? Eh ben, on va pouvoir passer à la troisième intervention. Euh, et ben, du coup, pour commencer cette intervention donc de Charlotte Gros et Jean Rigaldo de Domaine Scap de France, on a une petite partie qui est faite par Margot pour reprendre un peu la gouvernance du projet. Et bon, du coup, je reviens. Donc, comme le disait Margot au début de son intervention, euh, ce projet aujourd'hui, il est plus seulement porté par Mountain Riders, mais par tout un écosystème économique et institutionnel de la montagne. Et donc, à ce titre, on a un comité de pilotage qui est vraiment lié et spécifique au projet. À savoir que dans ce comité de pilotage, on a des structures et bah, que vous avez vues tout à l'heure et puis que vous allez revoir dans les slides suivantes, mais qui font qu'on n'est pas trop étendu en termes de nombre pour avoir un comité de pilotage qui est solidaire, qui est efficace, qui peut apporter un portage politique. Bah là, ça s'illustre très bien chez DSF. Et qui permet également de responsabiliser ses membres qui sont des fédérations, des associations, des syndicats professionnels ou d'élus et je cherche le mot, de les embarquer, de les rendre acteurs du projet, qu'ils soient vraiment mis autant que nous, en fait, Mountain Riders, dans l'implication. Et donc, à partir de là, on a deux cercles, en fait. On a le comité de pilotage et puis les têtes de réseau. Donc là, typiquement, Domaine Ski Up de France est dans le comité de pilotage. À savoir que le comité de pilotage, lui, co-construit la stratégie du projet. Donc, par exemple, ce qu'on a construit là sur le volet des déchets de chantier, porte politiquement, soit dans des instances, soit après en interne dans leurs différentes filières, partage du temps et de l'expertise. Et c'est notamment ce qui a été fait avec DSF quand on a créé les plans d'action qui incombaient au domaine skiable. Et puis, ils assument aussi avec nous le modèle financier et puis les objectifs concrets. Là où les têtes de réseau, donc ça va être par exemple une entreprise qui a plusieurs domaines skiables, enfin, en tout cas qui ne sont pas vraiment fédération nationale. Elles, ces têtes de réseau, elles vont appliquer une stratégie, euh, construire des plans d'action notamment en local et puis donner de la voix et diffuser dans leur filière et puis investir du temps dans le suivi puisque le suivi des plans d'action derrière, il prend du temps parce que l'idée, c'est pas de signer une charte et de faire des vœux pieux et je pense que pareil, ce sera confirmé plus tard. L'idée, c'est quand même que derrière, il y ait du concret mis en face. Et voilà, ça vous donne ce comité de pilotage. Alors, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des structures que vous ne connaissez pas. Mais globalement, on touche au métier de la montagne, au métier du ski, aux métiers qui ne sont pas du ski, au métier du BTP. On touche les régions, les commissariats de massif, les élus. Voilà, donc il y a un paquet de monde autour de la table pour faire avancer ce sujet dans le bon sens. Et voilà, et donc bah, voilà, les têtes de réseau, ce que je disais tout à l'heure, donc qui ne siègent pas au comité de pilotage, mais typiquement, la Fédération des offices du tourisme 73, est très investie dans le suivi des plans d'action inhérents aux offices de tourisme de Savoie, par exemple. Ça reste des acteurs et des actrices incontournables et assez nécessaires sur le projet, puisque nous, on ne peut pas porter à quatre les 150 signatures qu'il y a eu dernièrement. Voilà. Est-ce que je pense que je laisse la parole? Ouais. Hop. Et voilà. Et c'est Jean qui va rentrer Ouais. en piste. Bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si Charlotte est là, je ne l'ai pas vue dans la liste des Non, participants. moi non plus. Mais ouais, non, il me Euh, semble pas. du coup, écoutez,
c'est moi qui vais assumer la tâche de parler au nom de DSF. Je réponds tout de suite, je rebondis tout de suite sur le sujet des chantiers et je remercie Mountain Rider pour le travail qui a été effectué autour du sujet des chartes à destination, je pense notamment des entreprises, des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage sur les sujets de chantier en montagne. Il y a eu un gros travail de fourni. Je me rappelle d'une journée de travail dans les bureaux de Poma qui a permis d'élaborer ces 3 chartes-là. Et je pense que c'est des sujets où effectivement, nous, Domaines Cap de France, en tant que maître d'ouvrage sur nos chantiers, il faut qu'on sollicite nos maîtres d'œuvre pour appliquer ces chartes, nos entreprises pour les appliquer également et les rendre contractuelles dans nos marchés. Avec Émilie, avec Margot, avec Elodie, on avait travaillé, et avec Charlotte, on avait travaillé à les optimiser, à les rendre opérationnels. Et moi, je sais que côté La Rosière, avec Anne-Sophie Marguerite, là, qui est responsable sécurité environnement, on a rendu contractuel auprès des entreprises la charte entreprise, aménageur monteur. Et voilà, donc elles existent, c'est très facile de les récupérer, hein. Je l'avais fait en live, il suffit d'aller sur le site de Mountain Riders et on peut télécharger la charte. Donc je pense que nous, il faut que côté DSF, on relie cette information à nos adhérents. Également, une information qu'on essaye de faire passer à nos adhérents, c'est que il faut pas hésiter à signer la charte en tant qu'exploitant de domaine câble, même si sa mairie, même si sa station est déjà signataire de la charte. Euh, voilà, c'est différent, c'est des chartes différentes avec des actions différentes. Et puis même si sa mairie ou son office ne sont pas signataires de la charte, on peut en tant qu'exploitant s'engager et on s'engagera sur des thématiques qui sont propres au domaine skiable et qui ne viendront pas empiéter sur les sujets des offices et des mairies. Donc, on voyait, je ne sais plus exactement le nombre de domaines skiables qui étaient engagés, mais voilà, on est 150 domaines skiables en France et on peut faire monter le nombre des domaines skiables signataires de la charte. Donc ça, on y travaille avec Charlotte. Et une autre action qui mobilise la commission environnement de Domaines Cap de France via un groupe de travail, c'est le sujet, vous l'avez vu, des jalons de piste et des déchets de piste. Donc là, c'est un sujet où on est nous les pollueurs en fait, hein. Là, on peut s'en prendre qu'à nous. On met des jalons dans la montagne qui sont des matériaux plus ou moins polluants et ensuite par l'exploitation de domaines skiables, les câbles de treuil des dameuses, les jalons qui tombent et qui ne sont pas ramassés avant la chute de neige qui suit, les filets qui sont couchés et qui passent ensuite dans les fraises d'une dameuse. Tous ces déchets-là se retrouvent ou de manière entière ou en petits morceaux dans la neige et on les retrouve à la fonte des neiges. Donc là-dessus, il faut qu'on mette en place des actions. Alors, au niveau du groupe de travail qui est donc a réuni les commissions environnement et les commissions pistes de DSF, donc on a mis autour de la table des responsables sécurité environnement, on a mis autour de la table des chefs de piste. On a commencé un premier travail d'inventaire de tous ces matériels de signalétique. Donc, on les a tous listés. Et en face de ces matériels, on a mis la composition physique. Voilà, est-ce que c'est du plastique, est-ce que c'est du bois, est-ce que c'est du polypropylène, voilà. Donc, on a déjà fait ce travail d'inventaire. On a avec Mountain Rider, on a essayé de les quantifier en termes de volume. On a fait un premier travail avec les chefs de piste de dresser les différentes actions qui seraient à réaliser. Alors, on en a identifié plusieurs. Une des premières pistes, c'est comment substituer les matériaux polluants par d'autres matériaux moins polluants ou pas polluants du tout. Donc ça, c'est une première piste. Il faudra qu'on continue à creuser cette piste-là avec les fournisseurs, le cluster montagne. On a la présidente du cluster montagne, Isabelle Boulot, pardon, qui nous avait dit qu'elle était partante pour qu'on travaille ensemble et qu'on inclue à notre groupe de travail le cluster. Donc ça, c'est la première piste, donc substitution des matériels polluants. Il y a une deuxième piste sur les méthodes de travail.
méthode de travail et choix des types de signalétique utilisés. Par exemple, on peut organiser en hiver des patrouilles régulières avant des chutes de neige pour aller voir s'il y a des choses à ramasser. On peut organiser avant les ramassages du printemps, des ramassages par l'exploitant en fin d'hiver quand il y a encore de la neige. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont organisationnelles, y compris avec les dameurs. Comment mettre en place des process. J'ai couché des jalons, comment l'info remonte pour que dès le lendemain, on aille chercher ces jalons et pas qu'on dise ben, on verra à la fonte. Voilà, donc voilà un peu les différents axes. Donc pour l'instant, on est aux premières réunions, hein. On va attaquer la deuxième phase de ces réunions qui va être d'associer le cluster montagne et les fournisseurs. Et on espère, voilà, sur les deux grandes pistes que j'ai citées, choix des matériaux et méthode de travail, voir comment on peut réduire à la source ces déchets et arriver à cet objectif qu'on s'est tous fixé du zéro déchet en 2030. Ce qui, sur ces sujets-là de signalétique et de jalons de piste, est un sacré challenge et il va falloir qu'on mette la surmultipliée pour être au rendez-vous de 2030 côté exploitant de domaine skiable. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et trop rébarbatif. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ok, et ben, merci beaucoup. Pareil que tout à l'heure, si vous avez des questions, allez-y dans le chat ou alors vous pouvez prendre la parole à votre guise. Des questions ou des remarques sur tout ce qui a pu être dit. Peut-être petite question sur la partie éco-conception. Est-ce que vous pouvez faire front, enfin l'intégralité des stations sont ensemble pour aller voir les fournisseurs et leur dire, ben, ces jalons de piste, on aimerait que vous les fassiez comme ci et comme ça ou pas avec telle peinture parce que cette peinture-là, elle est mauvaise pour l'environnement. Enfin, est-ce que vous pensez que vous avez ce poids-là potentiellement pour faire bouger les lignes ou si ça risque d'être un peu compliqué? Alors, je pense qu'on a ce poids-là et qu'on a une collaboration pleine et entière du cluster et des fournisseurs, je pense, pour y arriver. Je pense qu'on sera tous engagés dans la même direction. La plus grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, elle est plutôt entre nous déjà, nous mettre d'accord sur qu'est-ce qui serait vertueux et attention aux fausses bonnes idées. Je prends un exemple. Tous les pisteurs ont connu des époques où on avait substitué certains plastiques par du bois, de châtaignier, ce genre de choses, et ça générait des problématiques de PMS, donc de problèmes de sujet de sécurité au travail, parce que le bois était plus lourd que le bambou, etc. Après, on est arrivé au bambou parce que peut-être on a abordé le sujet sous un angle sécurité au travail avec le choix d'un matériau léger, et le bambou, il vient de Chine. Donc, et regardez aussi le matériau dans toute sa vie, parce qu'il y a le déchet, mais il y a aussi le bilan carbone et le cycle de vie du matériau qu'on va utiliser. Et après, effectivement, il y a l'angle peinture. Et puis, il y a on va trouver certaines stations où le jalon il sera en bois ou en bambou et d'autres il sera en plastique. Donc est-ce que ce plastique-là on peut le substituer? Et puis il y a des pratiques et puis il y a on peut pas faire autrement, on a toujours fait comme ça. Donc déjà nous en fait, je pense qu'au sein de ce groupe de travail, il faut qu'on arrive à identifier, lever les points bloquants, arriver à mettre tout le monde dans le même sens. Faire attention donc aux fausses bonnes idées qui ont un impact sécurité au travail, qui ont un impact cycle de vie du produit avec des produits de type bambou qui viennent de Chine. Et ensuite, je ne doute pas qu'une fois que nous, on sera bien alignés avec le cluster, avec les fournisseurs, on trouvera la solution. Mais ouais, c'est pas côté fournisseur que je m'inquiète beaucoup. Après, par contre, évidemment, il y a aussi un côté, quand je dis s'aligner nous, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi le côté du prix. Et il faut reconnaître que pour certains exploitants aujourd'hui, si on leur dit, ben, en fait, on a trouvé le matériau avec la bonne peinture, le bois qui va bien et ça vient pas de Chine, c'est pas beaucoup plus lourd que le bambou. Par contre, on est passé de X euros à 5 fois X euros. Là, il faudra qu'on emmène tout le monde. Mais aujourd'hui, voilà, on a fait ce travail, on a listé tous nos matériaux, on a essayé de comprendre quels étaient les points bloquants derrière chacun, avantages, inconvénients. On est un peu dans ce travail-là d'alignement de la profession sur ces sujets-là.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit pour ce qu'on vient d'entendre à l'instant ou alors sur aussi les interventions précédentes, si les questions ont pu vous venir en tête ou des remarques? On a un petit temps dédié pour ça. Il n'y a aucune question qui peut vous venir sur l'organisation d'un ramassage de déchets ou sur les expérimentations qui peuvent être mises en place ou alors le travail avec DSF. Je vous laisse un petit temps si des questions vous viennent, si vous avez des questions, ouais. Il y a une question dans le chat. Ah oui. Que pensez-vous des domaines sans poubelle? Est-ce que vous avez un retour sur ça? Ouais. Bah, Jean, tu as l'air d'avoir un retour parce que nous, chez Mountain Riders, pas trop, mais c'est un questionnement on a autant de pour et de contre dans les personnes qu'on croise, nous, en tout cas, côté Mountain Riders. Bah, alors, moi, là, je prends ma casquette La Rosière, où nous, ça fait ouais, bien 8 9 ans qu'on est domaine sans poubelle. On l'avait effectivement vraiment pris sous l'angle environnemental en considérant que le domaine skiable était comment dire, était une approche du monde de la montagne, de la nature, une découverte pour certains de nos clients. Et que de la même manière qu'on descend ses poubelles quand on va à un refuge de montagne, on trouvait cohérent de descendre l'emballage de son sandwich quand on allait manger dans la salle hors sac au sommet du domaine skiable. Et c'est comme ça qu'on l'a communiqué à nos clients. Et puis, bien évidemment, parce que le tri sélectif est quand même beaucoup plus facile à organiser en bord de route avec des molocs que sur le domaine skiable. Et du coup, au début, ça a été difficile, mais pas avec les clients, plutôt avec les sociopros parce que ils pensaient qu'on faisait ça pour un côté économique, voilà, de simplifier la vie et de pas trier sur le domaine ou de pas gérer les poubelles sur le domaine. Donc, on a fait œuvre de beaucoup de pédagogie. On s'est appuyé sur nos enquêtes clients en interrogeant nos clients sur est-ce que cette action, vous la trouvez pertinente ou est-ce que vous trouvez que, on est de mauvaise foi ou est-ce que vous trouvez que c'est une contrainte? Et on avait nos clients qui nous suivaient de manière assez impressionnante en trouvant que c'était une bonne initiative. Et aujourd'hui, c'est un non-sujet. Et c'est même un non-sujet à tel point que lorsque dernièrement, on a construit une aire de pique-nique avec des planchas à disposition et des barbecues à disposition des clients, on s'était dit, mais comment on va faire pour pas mettre de poubelle alors qu'on a mis une plancha, des tables, des transats pour le gars qui vient faire griller ses saucisses. Et je vous assure qu'en plus, la plancha, elle est utilisée tous les jours, même quand il fait pas beau, c'est le retour qu'on a de nos équipes. Et ben, on n'a pas mis de poubelle, on a mis des petits messages humoristiques sur le fait que, voilà, comme avait pu le faire Mountain Rider sur ses campagnes, que la marmotte, elle n'a pas envie de manger le papier d'emballage des saucisses. Et le sujet, il est passé crème et on n'a pas de déchets non plus sur nos aires de pique-nique qu'on a déployées il y a 2 3 ans. Donc, nous, côté La Rosière, en tout cas, toutes nos équipes aujourd'hui sont convaincues du truc et on n'a plus un retour de sociopro. Voilà. Donc, moi, voilà, on est convaincu côté La Rosière. Après, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication et il faut emmener ces sociopros.
Ouais, Jean, du coup, même dans les salles hors sac, t'as pas de poubelle. Dans nos salles hors sac, alors moi, on en gère une sur le domaine skiable en air libre, hein, elle est juste couverte, type chalet-bois. Il y a des planchas, des transats, des tables, il n'y a pas de poubelle. Ok. Et Et il n'y a pas de déchets. Et on ramasse pas tant de déchets. Et on c'est pas ramasse mal. pas de déchets. Et en plus, j'ajoute, grâce à Mountain Rider, on s'est dit, tiens, cette zone-là, elle se prêterait parfaitement à Adopt un Spot. Donc, elle a intégré dans notre périmètre Adopt un Spot. Et donc, on a fait le Adopt un Spot. Ouais, vas-y, Anne-Sophie. On a fait déjà 2 ramassages sur le Adopt un Spot et on a eu, en fait, on a très très peu de déchets et ce qu'on a, c'est davantage des mégots qui sont liés entre autres à l'été. Mais vraiment, en termes d'emballage alimentaire, on a peut-être ramassé un sachet ou 2 de gâteaux, mais c'est très limité. Donc, c'est quand même bien respecté, en particulier sur cette zone. Et on s'en attendait pas à avoir aussi peu de déchets finalement. Quand on a dit on met pas les poubelles, on a vraiment eu peur, hein, parce que quand on s'est dit on met la plancha sans les poubelles, c'est ce qui va se passer. Et ouais, on est hyper content. Ok. Et au niveau com, est-ce que Mountain Riders, vous avez des affiches justement qui reprend un peu ce que disait Jean? Alors nous, on a une campagne de sensibilisation donc, qui n'est pas uniquement sur un domaine SCAP sans poubelle, mais par contre qui est sur les déchets sauvages, donc, qui peut être retrouvé librement et qu'on partage librement à toutes les structures. Donc c'est Vous une n'avez pas campagne de travaillé communication. sur une com sans poubelle? Non, notre com, elle est orientée déchets sauvages. Donc avec, par exemple, la marmotte emballe le chocolat dans son papier, mais nous, on le jette pas, on le ramène avec nous. C'est vraiment une communication pour limiter les déchets sauvages et qui est destinée pour le grand public. Ok. Et elle est à dispo en accès libre. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas Elle est orientée. disponible en accès libre. Ouais. Après, elle est vraiment à but de limiter les déchets sauvages. Donc, pas orientée strictement sur le fait de ne pas mettre de poubelle. Mais par contre, pour les déchets sauvages, elle est dans le chat, du coup. Ok. Mais je crois que c'est. J'ai des photos à la Rosière, justement, Oui, des de la grandes campagne. affiches sur au pied des remontées. Je crois que c'est sur le Roc Noir, un truc, ou le Roche Noir, qui doit y avoir, je crois, au pied. Ouais, tout à fait. On avait utilisé vos campagnes sur nos bornes ski data. Ah, c'est ça. Voilà. Ouais. En fait, et après, oui, sur des versos de grands plans dynamiques d'information sur le domaine, où on avait des bâches. En fait, nos plans, à l'arrière du plan dynamique, c'est protégé par une bâche, et on fait faire une bâche avec un visuel sur les visuels Mountain Rider. Et les bornes de support Farfare, on avait trouvé ça pas mal. En fait, voilà, il y a des prestataires qui proposent des pubs. Nous, on a toujours eu l'approche de dire on mettra que des pubs en valeur avec ce qu'on souhaite. Donc, des sujets Wigo pour venir en train, des sujets tisane des deux marmottes pour faire de la promotion de produits locaux. Et on n'ira pas mettre une pub sur un sujet qui n'a rien à voir avec nos valeurs. Et une année, on n'avait pas de prestataire pub, donc on a dit, allez hop, on décline une campagne Mountain Riders, et ouais, ça a super bien marché, c'était bien apprécié. Ouais. Super. Merci pour ce témoignage sur la campagne de sensibilisation. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions qui peuvent vous venir après tout ce qu'on vient d'entendre? Oui, bonjour. J'avais une question pour DSF et Jean Regaldo. Donc moi, je suis bénévole chez Mountain Riders et je suis intéressé d'essayer de comprendre un petit peu aussi comment fonctionnent vos groupes de travail en interne. Du coup, vous dites que vous êtes allé interroger les pisteurs, les dameurs. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous fonctionnez avec des représentants du personnel? Est-ce que c'est finalement parfois aussi des consultations à plus grande échelle? Voilà un petit peu comment vous avez Euh, vous arrivez à récolter un peu les ressentis de terrain des travailleurs. alors non, on n'a pas fait cette phase-là. Aujourd'hui, on a
uniquement réuni les forces motivées des commissions environnement et des commissions pistes. Donc, à la fois des responsables QSE et puis des directeurs de piste. Et effectivement, on est vraiment sur la phase aujourd'hui bureau, on va dire, et on n'a pas engagé cette phase d'aller voir les bonnes pratiques sur le terrain, ou voilà. Mais l'idée est très bonne et il faut forcément qu'on le fasse parce que bah, de toute façon, pour sortir on a toujours fait comme ça, on peut pas faire autrement. En fait, à part aller voir les bonnes pratiques et se rendre compte qu'il y a des collègues qui font différemment et qui y arrivent, je pense que pour lever certaines barrières, ce que vous dites, on n'y coupera pas. Donc c'est une très bonne idée et il faudra qu'on engage ça au sein de ce groupe de travail. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop. Alors, est-ce qu'on a encore quelques questions ou est-ce qu'on passe à la suite? Je vous laisse quelques petites minutes si jamais vous avez des questions qui vous viennent. Et bah, du coup, on va pouvoir, si vous n'avez pas d'autres questions, après vous avez toujours un peu de temps, si jamais il y en a qui vous viennent, faire une petite conclusion sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Du coup, on a pu, durant cette heure, accueillir des témoignages de domaines skiables qui ouvrent la voie de la réduction, si on peut dire, qui ont présenté aujourd'hui ce qu'ils font pour aller vers la réduction, donc que ce soit l'organisation de ramassage de déchets, la mise en place d'expérimentations. On a recueilli aussi la parole de Domaine Skiable de France sur ce qui est aussi mis en place de leur côté. Donc, on a pu voir donc, cette organisation de ramassage de déchets, des expérimentations liées aux déchets de chantier des remontées mécaniques avec les Carélis. On a pu voir les différentes actions qui sont mises en place de DSF, donc avec le relais d'information par le relais COPIL, avec les groupes de travail sur les sujets des jalons de piste. Et du coup, on espère que toutes ces informations et ces témoignages d'aujourd'hui vont permettre d'ouvrir la voie sur la réduction et sur d'autres actions qui pourront être mises en place. Donc là, on retrouve les prochains rendez-vous Mountain Riders avec les rencontres Comprendre le flocon vert le 2 février et Mountain Riders in Paris le 5 février. Et donc là, vous avez un petit QR code si vous voulez avoir l'actualité pour vous inscrire à la newsletter. Et nos webinaires à venir. Donc sur la gestion de l'eau, sur les fresques et sur les mégots le mois d'après. Et moi, je rajouterais juste un tout petit mot parce je sais pas si on l'a beaucoup dit, mais le matériel pour organiser les ramassages, l'équipe de Oui. caractérisation qui sont mis à dispo, il faut pas hésiter à venir vers nous pour savoir où est-ce qu'ils sont disponibles. Et je pensais à ça parce que je vois dans l'assistance Nathalie de la communauté de communes de Haute-Tarentaise et qui en accueille un, par exemple. Et voilà, et c'est un kit qui sort gratuitement régulièrement pour des ramassages en Haute-Tarentaise. Et sachez que donc le matériel pour faire une caractérisation, il peut être fourni. Et aujourd'hui, c'est 16 kits de caractérisation qui sont répartis sur l'ensemble des massifs, donc que ce soit Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées.
Jura, Massif Central. On a vraiment des kits qui sont disponibles de partout sur les territoires pour faciliter ces ramassages de déchets et la caractérisation, qui est le premier pas vers la réduction, pour connaître les déchets qu'on a sur le territoire et les déchets qu'on retrouve au national pour pouvoir les réduire ensuite. Et donc, pour finir, je peux vous laisser dans le chat mettre des petites phrases courtes sur ce que vous avez retenu, comment vous vous sentez avec ces informations-là. Est-ce que ce que vous aimeriez mettre en place à la suite de ce webinaire par rapport à ce que vous avez pu retenir, entendre aujourd'hui? Alors, donc, on nous dit l'envie et l'énergie des équipes Mountain Riders donnent envie d'aller plus vite. Merci. Nous, on est vraiment là pour vous accompagner vers la réduction à la source. Ah bah ça tombe bien, on cherche des bénévoles pour les Adopte un Spot. Il faut vraiment pas hésiter, monsieur Noé Agresti. Ouais. Hop, la réponse à la controverse. On ne veut pas d'enfants ramasse les déchets des touristes. Vous pouvez. Très bien. Être motivé et transmettre ces informations aux collègues. Super. Et puis, bah, n'hésitez pas si vous voulez transmettre ces informations. Le webinaire, il sera aussi disponible du coup sur YouTube et nous, on va vous transmettre le, les diapositives, enfin, la présentation. C'est bien, il y en a qui sont en train de vous mettre la pression, Jean, pour avancer sur le sujet Hâte d'avoir des des jalons. nouvelles sur le sujet des jalons de piste. Tester le zéro poubelle sur un domaine et continuer les efforts. Super. Et bah, nous, on est aussi preneurs de vos retours d'expérience sur ce que vous pouvez mettre en place à la suite. Et ben, des beaux retours d'expérience sur les domaines sans poubelle qui a l'air de super bien fonctionner. Merci sur ce partage. Super. Et ben, du coup, merci à tous et n'hésitez pas si vous avez d'autres remarques pour suivre les ramassages sur les différents projets et expérimenter le zéro poubelle. Si vous avez d'autres remarques, d'autres questions, de revenir vers nous, vers l'équipe Mountain Riders, et puis bah, à nous partager aussi si vous mettez en place des expérimentations, par exemple sur le zéro poubelle. Merci à vous.